Allez, merci beaucoup. Enfin, moi, c'est toujours génial de voir les présentations des gens qui font les vrais projets. Donc, non, mais je suis épaté par le fait que tu t'y sois lancé. Il y avait une courbe d'apprentissage qui était raide sur plein de trucs, dont CloudFormation. Et bon, voilà, mais c'est vrai qu'après, je suis d'accord, il faut se la taper, la courbe d'apprentissage. Ouais. Parce qu'une fois qu'on maîtrise même les bases, uniquement les bases, on est capable d'aller beaucoup plus vite, de détruire ses environnements 50 fois par jour, de les refaire, plutôt que de cliquer dans la console ou de le faire en ligne. Joli projet. Alors, on va parler de quelque chose de très très différent. On va parler d'un produit qui a été lancé il y a un peu moins d'un an, qui s'appelle AWS IoT. Alors, c'est comme ça. C'est ça. C'est bon. Donc je vais vous expliquer quand même ce que c'est qu'AWS IoT très rapidement, les grands concepts, ce qu'on essaie de faire avec. Et puis ensuite, on va détailler les grands composants de la plateforme. Donc, on va parler un peu des devices, les petits équipements qu'on veut connecter à notre plateforme. On va parler des SDK qui sont disponibles. Et puis, histoire de parler d'un cas concret, moi j'ai choisi de parler d'une des plateformes qu'on supporte, qui s'appelle l'Arduino Lune. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Alors, on parlera un petit peu du protocole MQTT, qui est un protocole particulier qui est utilisé entre les devices et le cloud. On va parler de la gestion et de la sécurisation des devices, alors qu'on appelle dans la terminologie AWS IoT, qu'on appelle des things, des choses. Mais bon, je vais parler de device parce que c'est un petit peu plus simple, c'est un équipement. Voilà, on va regarder un peu la partie purement device, la partie embarquée, et puis après on va regarder comment, qui est à mon avis la partie la plus intéressante, comment on va remonter des données à partir de ces devices et comment on va les envoyer dans le cloud AWS. Comment on va les remonter dans les bases de données. Dans ma démo, je vais les remonter dans Dynamo et je vous montrerai un peu quelles sont les options pour le faire. On va parler d'un sujet qui n'est jamais abordé dans aucune présentation AWS IoT, qui est comment on les débug. Donc, je revendique d'être le premier à avoir mis ça dans des slides AWS. C'est enterré dans la doc. Donc il faut croire que les gens qui développent le service soit développent pas les applis, soit font jamais de bugs. Mais en tout cas, moi, j'ai besoin d'aller débugger. Et puis on va regarder plein de lignes de commande, toutes les lignes de commande AWS. Ceux qui ont déjà vu mes présentations savent que c'est du concret, du concret, du concret. Et que j'ai envie que vous sortiez de là, évidemment vous aurez toutes les slides, j'ai envie que vous sortiez de là avec l'envie de vouloir jouer, de vouloir essayer et de pouvoir reproduire toutes mes démos. C'est un de mes objectifs, vraiment de pouvoir faire des démos que vous pouvez entièrement refaire chez vous sans avoir à vous casser la tête. Alors, AWS IoT, alors je ne vais pas vous faire le speech sur IoT, c'est beau, c'est magique, ça va révolutionner le monde et tout ça, ça c'était pour le SIDO. Donc IoT, ça veut dire Internet of Things, donc l'Internet des objets. Donc en ce qui nous concerne, nous, notre vision, et ce que nos clients nous ont demandé de développer, c'est une plateforme simple qui permet rapidement, de manière assez légère, mais pourtant de manière sécurisée, de remonter des données, de collecter des données et de les amener dans les systèmes où elles vont pouvoir être analysées. Ça fait longtemps qu'on a des systèmes différents systèmes de traitement de données dans AWS, donc nos clients nous ont dit, voilà, ok, c'est bien, moi j'ai des projets IoT, mais finalement la finalité de ces équipements-là, c'est juste des capteurs, quoi. C'est juste de remonter de la donnée, et cette donnée-là, j'ai envie de la mettre chez vous. Donc comment je fais? Parce que ces machins-là, ça parle pas forcément TCP/IP, ça parle pas forcément HTTPS, et puis comment on fait? Donc, moi je veux pousser ça dans Dynamo ou ça dans RDS, comment je fais? C'est vraiment l'objectif de cette plateforme. Donc tout commence avec donc un SDK, donc on a une librairie qui va être installée sur un device qui va contenir les quelques API indispensables et le protocole de communication. Et donc on va parler à ce qu'on appelle le Device Gateway, qui est au sein du cloud AWS, qui est disponible maintenant en Europe sur les 2 régions européennes, sur Dublin et sur Francfort, et puis dans d'autres régions chez AWS dans le monde. On va devoir évidemment enregistrer ces devices, leur donner une identité. On va leur assigner un certificat X509 et une clé
privée, enfin une paire de clés, ce qui va nous permettre de faire de l'authentification et de la crypto. Un des choix forts d'AWS IoT, c'est de dire aucune communication n'a lieu s'il n'y a pas de sécurité. Voilà. Sécurité, c'est toujours notre préoccupation numéro 1 chez AWS. On peut imaginer que ces devices-là, ils peuvent remonter de l'info personnelle, de l'info médicale, de l'info... la sécurité, c'est pas optionnel, vous n'avez pas le choix, il faut un certificat, il faut... Donc les devices vont papoter avec le gateway, et donc sur le gateway, on va pouvoir configurer un moteur de règles qui va analyser tous les messages qui arrivent sur le gateway, et qui va pouvoir appliquer des règles. On verra ça tout à l'heure. C'est très facile à faire parce qu'on utilise une syntaxe SQL. Donc on va faire select sur les messages, et on va pouvoir ensuite les diriger vers tel ou tel service, tel ou tel backend. Okay. Voire même sur des API tierces, vous pouvez les pousser sur votre propre application si vous avez envie. Alors il y a une autre partie de la plateforme dont je ne vais pas parler parce que je sais faire une présentation pas trop longue, qui s'appelle le Device Shadow. Donc je vais expliquer le concept et je vous renverrai à d'autres présentations AWS ou à la doc. Donc l'idée est assez simple, c'est de dire ces devices-là, contrairement à un serveur ou contrairement même pratiquement à un smartphone, ils sont jamais allumés tout le temps ou rarement allumés tout le temps et ils sont probablement pas toujours connectés. Donc ils ont une alimentation intermittente et ils ont une connectivité intermittente. Et donc ça c'est problématique, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas ouvrir une connexion sur ces devices et puis leur parler en 24/7 et dire leur pousser des messages ou lire leur état en permanence. Ce qui veut dire que si un device est déconnecté parce qu'il n'a plus de batterie, ou parce qu'il est en veille, ou parce que le réseau est inaccessible à cet instant précis, vu d'une application, c'est embêtant. C'est comme quand vous essayez de pinguer un serveur qui est down, ça ne se passe pas bien. Bon. Et donc, vu de l'application, ça ne se passe pas bien non plus. Vous êtes bloqué et c'est gênant. Bon. Donc, avec des devices comme ça, on ne veut pas avoir ces comportements-là parce qu'ils risquent d'être fréquents. Par conséquent, on a défini une entité qui s'appelle le Device Shadow, qui va être une espèce d'image du device au sein du gateway. Donc, cette image, elle existe tout le temps. Et elle va permettre à l'application d'interagir avec elle. Donc, très concrètement, dans ce shadow, on va trouver le dernier état connu du device. Donc, par exemple, si vous avez un capteur de température, vous aurez la dernière température remontée. Donc quand votre capteur fonctionne, il va mettre à jour le shadow en permanence. Puis à un moment, on va dire qu'il n'aura plus d'alimentation, il va cesser de le mettre à jour. Donc dans le shadow, vous aurez le dernier état connu. Donc l'application pourra toujours lire, sans timeout, sans problème, le dernier état connu du device. Okay. Et symétriquement, elle pourra le mettre à jour. Donc si le device est connecté, elle mettra à jour le shadow et le device lira l'état du shadow et se mettra lui-même à jour. D'accord ? Si le device n'est pas allumé, lorsqu'il se rallumera, lorsqu'il se reconnectera, il pourra lire l'état du shadow et dire ok, quel est l'état qu'on m'a demandé de positionner. Alors il a toujours le choix ou pas de l'appliquer. Je prends un exemple idiot à chaque fois, imaginez que le device c'est une pompe d'arrosage pour votre jardin. D'accord ? Donc on est au mois d'août, il fait super chaud, vous êtes allé au cinéma, et vous dites mince, on a oublié d'arroser la pelouse. Sur votre smartphone, vous dites au device, vas-y, donc il est 18h par exemple, 19h, vas-y arrose la pelouse. Bon, et le truc est éteint parce que je ne sais pas, il est éteint, vous avez débranché la prise, il n'a plus de batterie, je sais pas quoi. Et puis vous vous en rendez compte, vous changez les piles. Okay, et le truc, vous rentrez à 3h du matin, il vous prend de changer les piles de la pompe, ou de remettre le disjoncteur ou je sais pas quoi. D'accord, la pompe se rallume, lit l'état du shadow, arroser. Est-ce que c'est nécessaire d'arroser maintenant ou est-ce qu'on va attendre peut-être 18h le lendemain? Donc le device a toujours la main, il peut y avoir un timestamp dans votre message, etc. Donc le device a toujours la main pour dire bon, je lis l'état, mais après j'ai la maîtrise de l'appliquer ou pas l'appliquer. Okay, voilà. J'en parlerai pas là parce que, une fois de plus, je ne veux pas faire trop long, mais c'est à mon avis une capacité essentielle si vraiment vous développez des applications web ou des applications mobiles qui vont interagir avec le device et qui ne veulent pas avoir de timeout, qui ne veulent pas avoir le problème de mince, est-ce qu'il est allumé ou pas allumé. Okay. Voilà, et donc tout ça est pilotable par API, comme toujours chez nous, donc soit en ligne de commande, soit programmatiquement avec tous les SDK. Et donc depuis le 7 avril, effectivement, on a IoT à Francfort. On l'avait déjà dit. Alors parlons un peu des devices. Donc on a un ensemble de starter kits qui sont disponibles. Donc si vous voulez être sûr d'acheter un device qui fonctionne avec AWS IoT, vous trouverez cette liste, elle est sur notre site web.
Bon, je crois qu'il doit même y avoir les liens vers Amazon.com si vous voulez les acheter là. Donc voilà, il y a une plateforme, enfin il y a un ensemble de plateformes assez large qui supportent de manière certaine les SDK. Okay. En termes de SDK justement, en termes de kit de développement, donc on va supporter 3 environnements. On supporte l'Arduino Yun, celui que je vais présenter tout à l'heure. On supporte Node.js. Donc ça c'est très cool parce que ça marche bien sur tous les Linux embarqués et ça marche bien sur tous les Linux en général. C'est-à-dire que si vous voulez commencer à développer une appli IoT, vous pouvez le faire sur votre laptop en Node.js en vous connectant sur le gateway. Voilà, je vous montrerai tout à l'heure, j'ai un client, j'ai une appli Java qui parle MQTT, je vous montrerai tout à l'heure. Bon. Donc on peut commencer à développer des applis et à expérimenter même sans device. Okay. En particulier avec Node.js. Et puis pour les vrais devices embarqués avec moins de capacité, il y a un SDK en C portable. D'ailleurs, il y a un guide de portage à l'intérieur de la doc qui vous permettra de l'intégrer sur des devices un peu plus contraints qu'un Linux embarqué. Ce qui y arrive. Ok. Alors, un mot sur l'Arduino. Alors c'est un choix personnel, hein. Je ne sais pas AWS qui vous dit l'Arduino c'est mieux que les autres. Parce qu'il se trouve que moi je développais déjà sur Arduino avant, donc quand j'ai vu que le Yun était supporté, ça m'a plu. Et donc c'est un. Donc, vous les verrez, ils sont là, je ne peux pas trop les bouger parce qu'ils sont branchés, si vous voulez bien voir ça là. L'avantage de l'Arduino, c'est que c'est une plateforme qui est vraiment très simple. Vous verrez tout à l'heure, le code il est super compact. C'est un espèce de C un peu simplifié. Donc c'est vraiment facile de développer. Il a plein de capteurs, là, tous les capteurs, les barrettes là, noires que vous voyez de part et d'autre. Donc il y a des entrées analogiques, il y a des entrées digitales. Donc ça permet de brancher tout un tas de petits capteurs. Il y a une SD card là, que j'ai branchée, vous voyez, qui dépasse en bas. Il y a un USB, il y a un Ethernet et il y a du Wi-Fi. Et donc cette plateforme-là, elle a une spécificité, c'est qu'elle a 2 cœurs. Elle a un cœur Arduino. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà fait de l'Arduino dans le temps. Ouais, personne. Dans le temps, enfin il y a 2 ans, 3 ans. Les premiers Arduino, donc l'Arduino Uno, etc. Donc ça, c'est la partie, on va dire, temps réel, qui va justement lire et piloter ce qui se passe sur les capteurs. D'accord ? Donc c'est le code que je vais vous montrer tout à l'heure. Et via ce qu'ils appellent un bridge, qui est une espèce de ligne série, en fait, l'Arduino va être capable de discuter avec un deuxième cœur, qui est un cœur Linino, qui lui fait tourner un Linux embarqué. Qui va justement, lui, vous apporter l'environnement Linux, la capacité de faire tourner du Python, des choses comme ça, et surtout un stack TCP/IP et la capacité à driver l'Ethernet et le Wi-Fi. Donc en fait, moi j'aime bien ce modèle parce que vous avez vraiment une séparation claire entre la partie capteur, temps réel, etc. et la partie, on va dire, Linux, communication. Okay. Donc en fait, les API qui vont tourner sur l'Arduino, elles vont appeler le code Python qui va gérer le protocole, etc. sur le Linux. Donc ça, c'est transparent pour vous. Voilà. Mais en termes de découpage du code, c'est assez sympa, c'est assez clair. Et puis en termes de gestion de l'énergie, vous pouvez mettre en veille le cœur Linux et puis ne faire tourner votre code que sur le cœur Arduino, etc. Je ne rentre pas dans les détails de l'Arduino, mais voilà, c'est une plateforme rigolote. Donc en gros, voilà, ce qu'il vous faut, donc il vous faut un Arduino comme ça. Vous allez télécharger le SDK IDE Arduino qui est sur leur site. Vous allez télécharger le SDK pour Arduino qui est sur notre site. Vous allez l'installer, ça prend, je sais pas, 10 minutes maximum, tout ça. Et vous aurez un device qui est prêt à fonctionner. Ok ? Donc c'est très facile. Donc une fois que votre device est configuré, il va falloir l'enregistrer sur le gateway, il va falloir gérer la communication sécurisée et gérer sa politique de sécurité. Donc pour enregistrer un nouveau device sur la plateforme, c'est aussi bête que ça. Donc, vous allez faire AWS IoT, create thing, puis lui donner un nom. Ça va déclarer un nouvel objet au sein du gateway. Puis après, comme toujours avec AWS, il y a les describe-machin et les listes-machin pour voir ce qui s'est passé. Donc ensuite, vous allez créer un certificat et des clés, puisqu'on a dit que c'était absolument obligatoire pour communiquer. Donc là, il y a une commande pour créer un certificat, la clé publique, la clé privée, que vous allez récupérer, parce que vous allez devoir les copier sur le device, évidemment.
Et depuis donc peu de temps, là, vous pouvez aussi utiliser vos propres certificats. Si vous avez déjà des certificats certifiés par votre autorité, vous voulez cela, vous pouvez mettre cela. Okay. Et donc c'est le certificat root plus le certificat du device plus la clé privée, vous devez la copier aussi sur le device. Je vous montrerai tout à l'heure, hein, faites un SSH, copier c'est facile. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, il reste une dernière chose à faire, c'est gérer la policy. Tu en as parlé un peu tout à l'heure, hein, dans AWS, par défaut, rien n'est autorisé. Et donc ceux qui ont déjà pratiqué un peu les services AWS savent que quoi qu'on fasse, la première question à se poser c'est ok, qui j'autorise à faire quoi? Donc IoT n'échappe pas à la règle. Donc vous allez pouvoir dire tel device il va être autorisé à faire telle action sur la plateforme IoT. Ou pas, vous allez pouvoir les interdire. Donc là j'ai fait des policies qui sont super simples. Donc vous voyez le statement c'est j'autorise, donc l'effet c'est allow, hein, ça peut être allow ou deny. Donc là j'autorise. Quelles actions? IoT.étoile, j'autorise toutes les actions IoT. Sur quelles ressources? Toutes. Voilà. C'est la policy idiote par défaut qui autorise tout. Donc surtout ne faites jamais ça même sur d'autres services, hein, c'est pas une bonne idée. Là c'est pour simplifier un petit peu les choses. Concrètement, on pourrait dire ce device-là, il a le droit de publier des messages dans tel fil, et puis cet autre device, il a le droit uniquement de s'abonner à des messages dans tel fil. On pourrait restreindre ce genre de choses. Une fois que la policy est créée, une fois qu'elle est écrite, on l'enregistre dans la plateforme. Voilà. Et puis le dernier truc qui reste à faire, c'est associer le certificat, la policy et le device. Okay. Donc on attache la policy au certificat, on attache la thing au certificat, et voilà. Là on a un device qui est prêt à fonctionner. On le verra dans la console tout à l'heure. Okay. Donc il vous faut ces trois trucs. Il vous faut le device, il vous faut le certificat, bon, il est clé évidemment, et puis il vous faut la policy. C'est comme ça qu'on va gérer. Donc, le certificat, il va garantir l'identité du device et la sécurité des communications. Et la policy, elle va restreindre ce qu'un device peut faire au sein de la plateforme. Ok? Bon, c'est assez classique. Donc, voilà, on a configuré nos petits devices. Franchement, ça, entre le moment où vous téléchargez tout et le moment où c'est prêt, ça prend 10 ou 15 minutes maximum en étant lent. Donc maintenant, on va pouvoir connecter un device à la plateforme. Donc là c'est le code, je vous montrerai le code l'IDE tout à l'heure, mais voilà le code de connexion. Donc on appelle setup avec un identifiant, c'est peut-être mieux d'ailleurs si je montre le vrai code. Plus sympa. Voilà. Donc on y est, ouais c'est ça, c'est là. Donc là on va avoir on va dire la config. Donc on a quoi? On a le nom du host, le nom du gateway chez nous, son port, le nom et l'identifiant du device, le nom du certificat. Je vais faire un petit SSH, tiens. Ça on va aller voir aussi. Allez. Voilà. Donc là, je suis logué sur mon Arduino. Donc là, je suis sur le cœur Linux de mon Arduino. Si je regarde un peu ce qui se passe, sans surprise, je vais voir le SDK. Donc le Python Runtime, c'est le SDK qu'on y a installé. Puis je vais trouver mes certificats. Voilà. Okay. Donc je trouve le certificat, la clé publique, c'était pas utile de la copier, elle y est, et puis le certificat root. Okay. Donc ça, voilà, c'est des paramètres qui sont passés dans le code qui va tourner sur l'Arduino. Okay. Et donc pour se connecter, donc on commence par faire setup qui va initialiser on va dire le SDK, config qui va passer les paramètres que je viens, enfin prendre en compte les paramètres que je viens de vous montrer là. Voilà, et puis connect pour envoyer la commande de connexion gateway. Okay. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on est connecté. D'accord? Donc c'est pas très compliqué.
Ok. Voilà. Alors maintenant qu'on est connecté, on a envie d'envoyer des messages, hein, ou d'en recevoir. Donc on va le faire avec un protocole qui s'appelle MQTT. Je vais vous expliquer très vite. C'est un protocole standard, c'est pas du tout un protocole que AWS a inventé. C'est un protocole qui existe depuis longtemps, et pour faire très court, pourquoi ils ont pris celui-là? Parce que c'est un protocole qui est bien plus économe que HTTP et HTTPS pour des petits devices comme ça, qui n'ont pas beaucoup de puissance de traitement, pas beaucoup de batterie, pas beaucoup de bandes passantes réseau. Donc c'est, on va dire, assez bien adapté à des petits devices comme ça, et ça fonctionne assez bien dans le monde industriel. Le mode de fonctionnement de MQTT, c'est du publish-subscribe sur ce qu'on appelle des topics, qui sont des fils de messages avec des fils de messages nommés. D'accord ? Donc le mode de communication, ça va être assez facile. Un device, il va soit s'abonner, soit publier dans un topic, ou dans plusieurs topics. Et il peut évidemment à la fois s'abonner et à la fois publier. Okay ? Donc on va pouvoir faire des choses comme ça, par exemple. Hein, on va avoir un topic my devices / alert, et puis il va y avoir un capteur, qui est un peu le modèle que je vais faire tout à l'heure. Un device qui envoie un message destiné à un autre device qui écoute sur ce topic. Okay. On peut faire des choses comme ça. Évidemment, on peut avoir une application mobile ou serveur, peu importe, qui est connectée elle aussi en MQTT sur le gateway et qui est abonnée à des topics. D'accord ? D'ailleurs, on pourrait faire ça tout de suite. Ouais. Voilà. Donc, je l'ai mentionné tout à l'heure. Je vais vous montrer. Il faut qu'il se lance. Non, piège. Là, pendant la démo. Et donc là, je vais me connecter. Donc c'est un client je suspecte qui est en JavaFX, parce que comme l'outil s'appelle MQTTFX. Donc il y a au moins une application qui existe en JavaFX. Alors il y en a un autre qui s'appelle MQTT Spy. Alors les deux ont des bugs. Moi je me suis habitué aux bugs de celui-là, donc j'en change pas. L'autre est bien aussi, il n'y a pas de préférence. Voilà, donc on retrouve l'adresse du broker, le numéro de port, là il doit y avoir les certificats, etc., etc. Donc lui, il va être vu comme un device normal. Okay. Le même? Non, un autre. Il est vu comme un device. Non, mais il a d'autres certificats. C'est ça, bien sûr. Oui. Voilà, donc je vais faire connect. Donc il va se connecter. Alors c'est un peu lent parce que je suis en 4G, parce que j'utilise mon point d'accès Wi-Fi pour que mon setup soit reproductible partout dans le monde. Et donc je vais m'abonner à un topic qui doit s'appeler température, puisque là j'ai un capteur de température, vous le verrez tout à l'heure. Voilà. Et donc là, on voit que, il faut que j'enlève ça, voilà. Voilà. J'ai un de mes Yoon qui a un capteur de température et qui toutes les secondes envoie un message dans un topic qui s'appelle température. C'est pas très original, c'est facile à se souvenir. Ok. Et donc là qu'est-ce que je fais? Là, je vois ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous n'avez pas besoin de device pour commencer à développer. Si vous avez un client qui est Node.js en l'occurrence, bien vous pourrez utiliser le SDK Node.js sur votre serveur, sur votre laptop et commencer à développer. Okay. Voilà, un petit exemple d'un autre type de client. Donc ça ressemble un peu à ce que je fais là. Hop. Ok, donc ça. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, ça on a vu. Il y a un cas d'usage qui est bien intéressant aussi, c'est celui-là, c'est de dire je veux agréger les données de tous mes devices et je vais les pousser, je sais pas, dans DynamoDB par exemple. Puis j'ai des applications qui, elles, n'ont aucune notion de MQTT ou de quoi que ce soit, qui sont juste des applications traditionnelles, qui viendront lire les données et puis faire des trucs avec. D'accord ? Et là, je dirais, une fois qu'on a franchi cette frontière-là, bon, on n'est plus du tout dans IoT, on est dans une appli data traditionnelle. Puis évidemment, on pourrait faire dans l'autre sens, on pourrait mettre à jour un device, on pourrait mettre à jour sa config, on pourrait faire des choses comme ça. Okay. Alors la qualité de service, donc il y a trois modes de qualité de service dans MQTT. Donc il y a QoS0 qui, comme son nom l'indique, ne garantit rien. Donc si un message est perdu, eh bien il est perdu. L'avantage, c'est qu'il n'y a qu'un message à chaque fois.
je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais la facturation d'AWS IoT, c'est uniquement nombre de messages. C'est 5 $ par million de messages. Okay. Ça permet de voir venir. On a la QoS 1 qui, elle, va faire un acquittement sur les messages. Donc si un message est perdu, il va être retransmis. Okay. Néanmoins, là, vous avez 2 messages par échange. Donc ça coûte un petit peu plus cher. Okay. Donc je dirais, ce modèle-là, il est très bien pour des capteurs. Typiquement, là, un capteur qui remonte une info toutes les secondes, toutes les 5 secondes. Bon, si vous perdez un message, c'est pas très grave. Si c'est des infos de télémétrie, bon, elles sont perdues. De toute façon, elles n'ont plus de sens. Elles sont périmées. Donc c'est pas grave si vous les perdez. Par contre, imaginez que vous fassiez une mise à jour de configuration, hein, vous modifiez un paramètre sur votre device, là vous voulez être sûr que c'est fait. Donc le choix de la QoS se fait au moment de l'envoi du message, si je me souviens bien, on va vérifier. Pas de la bonne. Okay. Alors il y a un autre mode qui est QoS 2, qui est exactly once. Donc là on garantit qu'un message est livré une seule fois, parce qu'en QoS 1, il peut arriver qu'il soit livré plusieurs fois. Donc, bon, malheureusement, aujourd'hui, AWS IoT ne supporte pas QoS 2. Ça viendra peut-être plus tard, mais on ne l'a pas pour l'instant. Donc voilà, une QTTFX, je vous l'ai montré, hein, une façon simple de voir un peu ce qui se passe et de voir ce qu'il y a dans les messages. Alors comment est-ce qu'on s'abonne et comment est-ce qu'on publie? C'est aussi simple que ça. Donc là aussi, on trouve une record, c'est plus sympa. Donc là, c'est lequel celui-là? Ça, c'est celui qui s'abonne. Je vais vous montrer l'autre d'abord. On va regarder celui qui publie. Donc qu'est-ce qu'il fait? Donc il fait son setup. Voilà. Alors le mode de fonctionnement de l'Arduino, c'est il y a une fonction setup qui est appelée à l'initialisation du device, puis après il y a une fonction loop qui, comme son nom l'indique, s'exécute while 1 loop. Okay. Donc si on est connecté, qu'est-ce qu'on fait? On construit un document de JSON où on met l'identifiant du client, on va lire la température sur le petit capteur, et puis on publie. Voilà. Donc on publie dans le topic température le message avec la QoS 0. Okay. Et puis on affiche sur la console série, on attend une seconde et puis on recommence. Voilà. Jusqu'à la fin des temps, il va faire ça. Okay. Donc vous voyez, c'est pas du code. Voilà, c'est assez typique du code, Arduino où les librairies Arduino sont de très très haut niveau. Donc il y a plein de librairies disponibles, vous pouvez les télécharger. Vous pouvez connecter toutes sortes de devices là-dessus, des écrans LCD, des choses comme ça. Et c'est toujours comme ça en fait, la complexité est totalement masquée. Donc ça fait du code qui est très compact, qui est pas compliqué à écrire. Et c'est vraiment une bonne plateforme pour les débutants et les gens qui veulent commencer. Il n'y a vraiment pas à connaître quoi que ce soit en électronique ou en embarqué pour commencer à faire ça. Alors voyons un peu l'autre. Alors l'autre, qu'est-ce qu'il va faire dans sa loop? Donc si on est connecté, alors il va faire guild. Donc guild, ça veut dire rends la main en fait. Parce que comme la réception de message va être asynchrone, s'il y a un thread, tout ça c'est pas multithreadé. Donc le thread de la loop, faut qu'il s'arrête pour que l'interruption, il y a un message qui est arrivé, puisse être traité. Donc on lui dit, tiens, rends un peu la main des fois là. On l'oblige à rendre la main. Et donc le scheduler va faire son travail. Et s'il y a un message qui est arrivé, à ce moment-là, on va appeler une fonction de callback, puisque quand on s'est abonné, il faut que je montre l'abonnement. Quand on s'est abonné au topic température, en QoS 0, on a spécifié le callback donc à appeler. Okay. Et donc ce callback est là. Et donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le buffer JSON, il le dépatouille un petit peu, il va extraire le champ JSON température. Si la température est supérieure à 30 degrés, il va clignoter et il va faire blink. Okay. Voilà. Je peux vous montrer blink et buzz aussi si vous voulez, ça vous donnera à quel point c'est compliqué. Voilà, blink. Donc sur la pin de la LED qui est quoi? Qui est 13, la pin 13 de l'Arduino. On passe à l'état haut, on attend 100 millisecondes, puis on passe à l'état bas. Même sans être électronicien, on peut imaginer que ça clignote. D'accord? Et le buzz, c'est pareil sur la pin du buzzer. On va écrire à 2 fréquences différentes, et puis ça va faire un peu. Okay.
Et tout ça, une fois de plus, c'est très typique de l'Arduino. S'il y a des gens qui ont fait de l'électronique, on ne s'embête pas avec des registres, on ne s'embête pas, il n'y a pas d'assembleur, il n'y a pas de trucs comme ça. Donc voilà, c'est une plateforme. Si vous avez envie de commencer à bricoler, vraiment, je vous encourage à le faire sur un Arduino. Ok, donc voilà pour publish, subscribe, tout ça, ça se fait en une ligne. Il n'y a pas de complications, il n'y a pas de piège en fait. Ok. Donc le petit callback, on l'a vu. Là, celui-là, celui-là c'est un callback débit qui fait juste afficher le message, le bienvenu. Voilà. Donc là, si on s'arrête là, qu'est-ce qu'on a ? On a nos devices, ils ont le SDK, ils ont le certificat, ils ont les clés, ils savent se parler, ils savent s'abonner, ils savent envoyer, avec des QoS qui vont bien. Donc, mais tout ça, on reste sur le... Par rapport à mon graphe, là, par rapport à mon gros schéma du début, on est vraiment sur la partie gauche. D'accord ? Donc, on remonte, ils s'échangent de la data. Maintenant, on a dit, le truc, a priori, qui intéresse les clients, c'est de dire, cette data-là, moi, je veux l'amener quelque part et je veux faire des choses avec. Et donc, ça va être le but du moteur de règle. Voilà, donc le premier truc, alors ça, je vais passer vite dessus. Une fois de plus, il faut faire de la sécurité, parce que AWS IoT, par défaut, n'a pas le droit d'écrire dans DynamoDB, n'a pas le droit d'écrire dans S3, n'a le droit de rien faire. Donc il va falloir autoriser, le composant IoT, le composant Gateway, à écrire dans d'autres services. Quand on commence à manipuler un peu les services entre eux, avec les lambdas, il y a le même genre de truc. Hein, pour les gens qui créent des lambdas, il faut leur créer un rôle. C'est ça. La lambda, il faut qu'elle ait le droit d'aller écrire dans DynamoDB. Ouais, c'est un peu la même histoire. C'est pas très compliqué. Je passe sur ça, vous l'aurez dans les slides. On va essayer de ne pas faire trop de IAM, ça fait mal à la tête. Donc le principe, c'est ça. Donc vous avez des capteurs à gauche. Ils vont envoyer des messages qui passent par le gateway. Le gateway va regarder les règles qui sont paramétrées et va voir si l'une de ces règles correspond au message qui vient d'arriver. Okay, donc on va scanner toutes les règles. Okay, si l'une des règles s'applique au message qui vient d'entrer, à ce moment-là, l'action associée à la règle va s'exécuter. L'action, ça peut être écrit dans S3, écrit dans DynamoDB, écrit dans Kinesis, etc. Donc il y a ce qu'on appelle les intégrations directes, où je vous montrerai après, où l'action elle-même va pousser de la data vers un de ces services. Okay. Alors, j'ai pas eu le temps de mettre à jour le schéma, parce que, mais je vais le faire, promis, chaque fois je dis ça. Mais en fait, depuis mi-mars, on peut aussi pousser dans Elasticsearch et CloudWatch. Et depuis mi-avril, on peut aussi pousser dans Machine Learning. Je vous dirai un mot à la fin, ça c'est top. On peut appeler Machine Learning, je l'expliquerai à la fin. Je reviens sur mon truc. Donc l'intégration directe, c'est ça. C'est une action associée à une règle qui a matché un message. Donc on va pouvoir directement mettre la data dans ce service-là. Et puis après, ces services, si eux-mêmes, ils ont envie d'aller repousser, si vous avez envie d'écrire dans Kinesis, et que derrière Kinesis, il y a une instance EC2 qui écoute, ça marche aussi. Et puis évidemment, il y a Lambda. Et cette intégration Lambda, elle est très intéressante parce que c'est elle qui va vous permettre de faire l'intégration vers le reste du monde. De dire, ce message, je veux le pousser sur mon API de monitoring, je veux le pousser sur mon service tiers, je veux le pousser chez un partenaire. Vous voyez ? Donc je suspecte que Lambda va être une technique d'intégration fréquente. Okay, parce que programmatiquement, après, on pourra absolument faire ce qu'on veut. Okay. Oui, alors Machine Learning, j'en dis juste un mot. En fait, ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez utiliser de la data qui va être dans le message. Le message qui arrive sur le gateway, il va contenir des champs, des champs JSON. Et donc vous pouvez prendre cette data-là et vous en servir pour faire une prédiction sur un modèle de machine learning. Okay, donc dans Amazon Machine Learning, vous aurez entraîné votre modèle, vous aurez généré tout ça, et vous pouvez faire des prédictions en temps réel sur Amazon Machine Learning. Et donc, en particulier ici, vous pourrez dire, tiens, la data qui arrive dans ce message, je m'en sers pour faire une prédiction. Le cas d'utilisation idéal pour ça, c'est que vous voulez faire de la
de la maintenance préventive ou de la détection de panne, ou de dire tiens mon device là, il est dans cet état-là, peut-être que quand ça fait 10 fois qu'il est dans cet état-là depuis 24 heures, en fait je sais qu'il va crever dans les 2 jours. Donc vous avez cette data-là, vous avez construit un modèle qui vous démontre ça, et vous pourriez faire comme ça de la prévention, de dire tiens, je te passe l'état du device, il va bien, il va bien, il va bien. Ah là, tu me réponds qu'il va tomber en panne. Ok, donc je peux déclencher notre action. Okay. Donc l'intégration avec machine learning, elle est un petit peu différente qu'avec les autres services. Les autres services, c'est vraiment, on passe la data au service et puis il va la pousser quelque part. Avec ML, on va prendre la data qui est dans le message et s'en servir pour faire une invocation sur un modèle de prédiction. Ouais, il y a une question. Qu'est-ce qui se passe si l'action ne marche pas? Si l'action ne marche pas, eh ben, elle ne marche pas et la règle ne fonctionne pas. Du coup, on perd le message? Non, tu ne perds pas le message. Le message, lui, il reste dans le message, il va rester dans le gateway et puis il sera envoyé à son destinataire. Tu vois, de ce côté-là. C'est-à-dire que ce côté-là, il est complètement indépendant en fait. D'accord. Donc s'il y a un deuxième là qui se parle comme ça, très bien. Bon, après, le moteur de règle, il fait son boulot. Si la règle merde, il y aura une erreur justement dans les logs. C'est pour ça qu'il faut parler de debugging. Parce que Dieu sait que mes premières règles ne marchaient pas du tout et que c'était difficile à débugger juste parce que je comprends qu'il y avait des logs quelque part. Donc non, le message ne sera pas perdu. Mais par contre, l'action, oui, elle ne se passera pas bien et là, tu récupéreras rien. Ok. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, la syntaxe, c'est du SQL. Donc, typiquement, vous allez faire select, vous verrez Marie tout à l'heure, select étoile from température, qui est le topic. Puis vous pourriez dire where température supérieure à 35 degrés. Quoi. Donc, voilà. Donc, vous allez faire select sur les champs des messages JSON. C'est super sympa. Tout le monde connaît SQL. À chaque fois que je dis ça, il y a toujours quelqu'un qui dit bon, pour moi non. Tout le monde connaît SQL. Au moins select. Ouais. Bon. Voilà, select, where. Après les Airtable et tout ça, là, il n'y a plus personne. Hein. Je plaisante, vous le savez sûrement plus que moi. Non, mais voilà, c'est une syntaxe qui est sympa. Il y a des petites fonctions pour faire de la manipulation de shell et tout. Enfin, vraiment, ils auraient pu inventer une usine à gaz et ils ont eu le bon sens de faire un truc assez sympa. Donc voilà un petit exemple. Qui est pratiquement celui que je vais utiliser. Donc ça c'est la règle mais écrite en format JSON. On voit le SQL, donc select étoile from topic 1. Donc là j'ai pas mis de close where, donc ça veut dire je prends tous les champs JSON de tous les messages qui arrivent sur topic. C'est pas une règle très intelligente. Et qu'est-ce que je fais? Je vois mon action, donc c'est une action DynamoDB, donc je vais aller écrire dans DynamoDB avec le nom de la table. Bon, le rôle pour autoriser IoT à écrire dans Dynamo, toujours la sécurité. La clé de hachage de la table Dynamo, et puis la clé de tri de la table Dynamo, timestamp. Okay. Voilà, puis après je crée la table. Je crée, pardon, la règle. Okay. Je vais vous montrer dans la console aussi, évidemment, on peut le faire dans la console. Alors, le debug. Ok, donc là, à ce stade, maintenant, vous avez des données qui remontent sur le gateway, puis vous êtes capable de les envoyer à peu près où vous voulez. Et puis après, c'est plus de l'IoT. D'accord. Après, ça devient ce que vous en faites. Ça devient du big data, ça devient de l'Elasticsearch, ça devient ce que vous voulez. Okay. Alors, le debug. Donc, comment est-ce qu'on débug des applications? Même simple, parce que ne croyez pas que ça a marché du premier coup, je vous mentirais. Alors, évidemment, on peut tester avec MQTT-FX. Généralement, c'est une bonne première étape pour dire, ok, qu'est-ce qui publie mon device? J'ai un device qui publie sur un topic, je veux voir ce qu'il envoie concrètement. Avec MQTT-FX, vous vous abonnez à son topic, comme j'ai fait, puis vous voyez ce qu'il envoie. Déjà, c'est une première étape. Mais, bon, c'est pas... Et puis, vous pouvez aussi envoyer des messages avec MQTT-FX. Vous pouvez faire publish sur des topics. Donc, vous pouvez faire un espèce de test manuel en disant, tiens, je vais envoyer des messages à mon device, je vais voir ce qu'il répond. C'est pas extraordinaire, c'est pas suffisant. Donc le seul moyen de voir en particulier des problèmes de permission, qui arrivent souvent, des problèmes de règles mal écrites, des problèmes d'action mal configurées, ce que tu disais, des problèmes de JSON mal formés, etc., etc. Et ça, Dieu sait que ça arrive, hein, la virgule, le machin, les deux points, etc.
tous ces problèmes-là, la seule façon de voir, c'est en activant CloudWatch Logs pour IoT. D'accord ? Malheureusement, ce n'est pas activé par défaut. Sur Lambda, vous savez que à chaque fois que vous créez une Lambda, enfin une nouvelle version d'une Lambda, vous avez un log group qui est créé dans CloudWatch. Et là, vous voyez tout ce qui passe sur la Lambda et vous pouvez printer là-dedans et c'est bien pratique. Pour IoT, ils ne l'ont pas activé par défaut. Je sais pas pourquoi, je pense que voilà, je suis filmé, mais c'est rien, je vais dire que c'est une erreur. J'espère qu'on va la corriger, parce que je pense que ça complique beaucoup la vidéo. Voilà. Beaucoup pour au montage. Bon, ça y est, j'ai dit bien pire la semaine dernière. J'ai 3 certificats, d'accord ? Et puis j'ai 3 policies. Donc si je clique sur un certificat, je vois quelque chose. Ouais, non, je ne vois pas grand-chose. Peut-être comme ça. Ah ouais, non, moi j'ai du mal avec cette interface, je ne le cache pas. Bon, on voit que c'est tout à fait la même équipe. Ouais, voilà. C'est difficile pour moi de faire des commentaires. Voilà. On peut créer des trucs. Si vous voulez le faire au clicodrome, vous pouvez le faire au clicodrome. Mais moi j'ai un petit peu de mal avec cette console, sincèrement. Voilà, on peut faire delete si vous voulez. Ok. Ce qui est plus intéressant, c'est. Il y a un truc où tu vois les messages. Il m'en manque, oui, attends, c'est parce que j'ai zoomé ou quoi. Il m'en manque un morceau en fait. À droite. Ah ouais, non, attends, il me manque un bout là, je sais pas où elle est passée. J'ai dû fermer un panneau. Parce que quand on clique là-dessus, oui, il y a un panneau à droite. Il faut les règles, select les machins. Attends, mais qu'est-ce qu'il y a ? Généralement, c'est un zoom trop. Peut-être un reload de la page. Un petit reload. Ouais, je crois qu'un petit reload, ça va. Vas-y, on va passer ce point. Tu veux ici Factory. C'est celui-là ? Ouais. Core expert avec un C majuscule. Allez. Voilà. Ah, le mien marchait mieux. Ah, voilà. Attends, settings. Voilà, c'est peut-être ça qu'il fallait. C'est peut-être ça qu'il fallait regarder. Voilà. Tu cliques sur settings. T'es sûr qu'il marche ton wifi ? Ah. Ah ouais, t'as raison maintenant, on peut niveler les logs. Ok, d'accord, ça c'est nouveau, tu vois, je l'avais raté. Donc ce que je voulais vous montrer c'était plutôt ça. S'il y a ça. Voilà, on va y arriver. Ok, c'est un peu petit peut-être. Vous arrivez à lire quand même ? Ouais. Donc on va regarder quand même un certificat. Voilà, donc ce qu'on voit, c'est surtout que c'est voilà, il y a le certificat lui-même, ça c'est pas très important. On voit que c'est attaché, ce que je vous disais tout à l'heure, on a ce trio thing, policy et certificat. Okay. Et donc là j'ai la règle, qui s'appelle température DynamoDB, qui est enabled, et qui va faire donc select température. Vas-y. Ah non, la position était nickel. Usain Bolt. Donc le select température, from température. Donc, je vais sélectionner dans le topic température le champ qui s'appelle température. Et je fais une action sur Dynamo. Voilà ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je vais écrire dans la table qui s'appelle IoT température, avec comme hashkey le device et comme range-key un timestamp que d'ailleurs c'est la fonction timestamp que j'appelle, donc je le rajoute dans le message. Parce que dans le message qui est envoyé par mon device, il n'y a pas de timestamp. Ok, alors regardons un peu ce que ça donne. Donc on va reprendre l'Arduino. On va regarder d'abord. Alors du coup je sais pas lequel c'est pour l'instant celui-là. Donc ça c'est la console série. Ok,
Ok, donc ils sont branchés en USB, hein, mais c'est vraiment juste pour la ligne, je le dis à chaque fois parce que des fois les gens croient que je mitonne le truc. Ça se passe vraiment au Wi-Fi. Il n'y a rien qui passe sur l'USB à part du courant. Ok, donc là j'ai un Arduino. Donc là, est-ce qu'il publie celui-là? Est-ce que c'est celui qui publie ou celui qui a abonné? Ça c'est celui qui... 141. On est sur le... ouais, ça c'est celui qui reçoit. Si je regarde la console de l'autre. Ça c'est celui qui va publier. Donc ça c'est le capteur de température. Si vous voulez bien afficher la console. Allô? Non, il ne veut plus. Ouais. Voilà, on va rester sur de toute façon le message. C'est pas le message le plus intéressant de la Ok, donc on a vu le code tout à l'heure. Donc on va vérifier que ça marche maintenant, en avant. Donc, alors on est à quoi, 21? Magnifique. C'est beau, hein? Tout ça pour ça. Okay. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, je lis la température, j'envoie un message avec la température. Donc, vous voyez, il n'y a pas de timestamp, hein, c'est vraiment rajouté après. Je vais vous montrer Dynamo. Et donc, il envoie son message. Le message arrive, il arrive dans l'autre, dans le topic température, sur lequel l'autre Arduino est abonné, et il le reçoit automatiquement. Donc, ça réagit quand même vite. Hein, c'est aller-retour Dublin Wi-Fi. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même un protocole, voilà, quand on dit c'est léger, effectivement c'est assez léger. Quoi. Il n'y a pas de connexion à établir, il n'y a rien de très lourd. En plus là c'est QS0, bon, il n'y a pas d'acquittement, il balance. Ok. Et donc, si on regarde Dynamo maintenant, donc à force ça se remplit. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit c'est trop petit. On voit comme HKey, donc j'ai mon device, le timestamp que j'ai rajouté, et puis le payload que j'ai écrit, donc qui est juste le champ température. Donc si je refresh ça, voilà, on voit les messages qui... voilà. On doit avoir du 30 degrés, voilà, ça y est. Ok. Voilà. Bon, et à partir de là, je pourrais avoir des applications qui font des queries sur Dynamo, et puis une fois de plus, à ce moment-là, c'est plus de l'IoT. D'accord? Et à ce niveau-là, il y a moyen de créer plusieurs colonnes, etc. Ou il y a juste un champ payload? Alors ouais, non, là c'est... alors après, ouais, DynamoDB, bon, c'est une base NoSQL, donc il n'y a pas de schéma, tu peux avoir autant de colonnes que tu veux, y compris creuse, quoi, c'est-à-dire tu pourras avoir des messages, enfin tu vois, tous les items n'ont pas besoin d'avoir les mêmes colonnes. Ça, Oui, non, mais... là, oui, bien sûr, là, ouais. ouais, là j'ai fait un truc, très très simple. Ce qu'on ferait vraiment, à mon avis, si on veut faire un truc un peu plus malin, c'est on passerait par une lambda, on invoquerait une lambda qui ferait de la mise en forme, qui ferait ce qu'elle a à faire. Là j'ai fait vraiment le raccourci brutal où j'écris directement la payload dans Dynamo. Mais effectivement, oui, c'est pas la mise en forme la plus simple. Ok. Bon, ben voilà, je crois que j'ai terminé. Merci beaucoup. S'il y a d'autres questions, je serai ravi de répondre. Sinon, on a des pizzas. Ouais, Okay. Cool. Voilà, puis si vous voulez venir voir votre frère. Si vous voulez jouer avec, allez-y. Hein. On peut faire le concours de qui fait monter la température. Ça, j'ai pas... il va faire exprès. Moi, je m'approche vers le nœud normalement. On peut faire ça. Hein. On peut faire un concours. Hein. On peut faire gagner le switcher comme ça, si vous voulez. Ça, on n'est pas nombreux, on peut le faire. Ouais, non, mais juste le bout des doigts. Hein. L'Arduino doit rester sur la table, hein, on est d'accord. Hein. L'Arduino doit rester sur la table. Hein. Ouais, d'accord. Allez, on fait comme ça. Allez, go. C'est parti. Qui commence? Vas-y, Romain, monte là. Alors, voilà. Tu vois, tu pinces ça. C'est un livre de place. Ouais, juste.
Il nous faut. Alors attends, il faut remettre le. C'est exactement ça. Je veux gagner, je suis. Non, sans se frotter les mains. Non, Lui, il est froid, lui. Hein. Un homme de glace. Non, 29,79, non, désolé. Ah, tiens, C'est Benjamin Montreur. Allez, suivant. Moi j'ai de la pizza. Benjamin Montreur. Allez, il est beau ce sweatshirt, vous n'êtes pas motivé. C'est un jeu pour détecter celui qui a Ebola. Hein. Voilà, c'est- C'est le sweatshirt Reinvent de l'année dernière. Il est pas mal. 30-15. 34. Allez. Oh, ouais, c'est-